Alors, le cloud, c'est quand même quelque chose d'impressionnant parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable transformation, hein. C'est une transformation qu'on appelle digitale, où l'idée de fond, c'est ouvert et partagé. Le principe du cloud, c'est vraiment ça. On le voit particulièrement dans le monde du retail. Le retail qui a beaucoup travaillé sur tout ce qu'on avait appelé au départ l'omnicanal, maintenant c'est du multicanal, où on voit qu'on essaye d'améliorer au maximum en fait l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on appelle le UX qui permet en fait de mesurer l'attractivité en fait des sites internet dans le monde du retail. Mais ça génère aussi des problématiques de type supply chain et on le voit aujourd'hui parce qu'on est confronté à une vraie difficulté en matière d'approvisionnement. Et où au départ on disait bah, tiens on va faire du just in time, maintenant on va faire du just in case. Ça veut dire qu'on réfléchit à comment potentiellement en fonction des informations qu'on relève de l'acheteur dans son parcours, il va acheter et donc on va pouvoir déclencher le processus d'approvisionnement. Le cloud, c'est aussi un très fort impact au niveau des entreprises, où on voit on a presque 28% d'investissement des entreprises dans des solutions cloud. Et c'est ce qu'on appelle un peu d'une innovation de type disruptive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller plus loin dans cette réflexion. Et de manière corollaire, on voit qu'on est bien dans le siècle de la techno et qu'aujourd'hui, il faut avoir des compétences techno pour pouvoir s'en sortir. Et ça amène aussi un autre problème, un problème de fond, c'est qu'on est confronté en fait à une véritable évolution de société, voire même sociétale, puisque aujourd'hui on estime que, et c'est IDC qui donne cette information, que le nombre de rôles de type technique va être de 11,7 millions en 2022. Ça veut dire qu'on a une carence très importante d'experts dans le monde de la techno pour pouvoir répondre en fait aux attentes de cette forte migration qu'on voit dans le cloud. C'est aussi des formations importantes, c'est aussi un changement culturel important, puisqu'on voit qu'il y a des personnes qui ne suivent pas cette évolution dans le monde de la technologie. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, relatives à l'évolution du cloud. On pourrait parler de l'empreinte carbone, on pourrait parler du coût du cloud, hein, c'est toujours une très très bonne question, ou on pourrait parler aussi d'éthique. Hein, est-ce que c'est judicieux d'aller dans une solution cloud qui se situe de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple? Et la sécurité dans le cloud, effectivement, ça c'est un vrai problème de fond parce que justement, où au départ on a une communication des fournisseurs qui nous disent c'est beaucoup plus sécurisé que ce que vous aviez en interne, on s'aperçoit aujourd'hui, et là je vais citer le baromètre du Césin, que 51% de nos pairs disent qu'ils ne maîtrisent pas en fait tout le domaine de la supply chain. 45% identifient des problèmes de droit d'accès dans les environnements du type cloud. Donc on voit qu'on a une vraie difficulté en fait pour contrôler les fournisseurs de type cloud. Et ça c'est un vrai problème de fond où on est confronté en fait à des technos qu'on ne maîtrise plus parce que ce sont les fournisseurs qui maîtrisent ces technologies. Et en interne, on n'a pas forcément cette expertise pour pouvoir gérer correctement ce type de technologie. On a aussi des difficultés au niveau des ressources humaines parce que bien évidemment, il va falloir sous-traiter des compétences de type technologique. Et là, c'est pas si simple que ça. Parce que c'est difficile à gérer. Donc il y a une vraie question de fond à savoir, est-ce que je vais conserver ou cultiver des compétences dans les expertises techniques de type cloud en interne, ou est-ce que je vais progressivement délaisser tout cet ensemble vers en fait un partenaire extérieur qui va répondre lui à cette problématique. Oui, quand on parle de cloud et de sécurité, en fait j'aime bien faire un petit parallèle. Le cloud c'est comme un nouveau jouet électronique. Hein. Un nouveau jouet électronique, il y a forcément un petit morceau qui va se retrouver dans le cloud et il faut savoir le paramétrer correctement. Et c'est là où est toute la difficulté parce qu'on est confronté, alors même si ce n'est pas notre problème premier, on est confronté effectivement au shadow IT parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter des ressources dans le cloud à l'intérieur de l'entreprise en se disant c'est pas important, c'est pas grand chose, je peux le faire très rapidement. Mais ça pose un vrai problème de fond. Et c'est un problème relatif à l'organisation, c'est donc à la DSI. Et même si l'expert cybersécurité peut apporter son expertise pour réduire le niveau de risque à ce niveau-là. La géopolitique dans le monde de la cyber, effectivement, c'est un vrai problème de fond. On avait enregistré aux assises de la sécurité une vidéo où j'expliquais qu'en fait les trois domaines relatifs à
à l'environnement que l'on doit gérer, hein, c'est-à-dire les vulnérabilités, l'exposition au risque et les domaines géopolitiques. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une offre dans le domaine du cloud en matière de sécurité qui est quand même assez importante aujourd'hui. On a bien entendu Gaia X, qui est un cloud européen qui se veut souverain, même s'il y a quelques messages un peu contradictoires aujourd'hui. On a Bleu, Capgemini et Orange, qui propose aussi un environnement de type cloud. Et puis on a Thales avec Google, qui propose un cloud souverain, lui aussi. Donc on voit que l'offre commence à s'étoffer, sachant que l'objectif de fond de toutes ces offres, c'est vraiment de s'affranchir des lois extraterritoriales que les Américains nous ont imposées. Et je les citerai rapidement, hein, c'est le Privacy Shield et le Cloud Act, qui sont deux lois qui leur autorisent d'investiguer dans nos données sans nous demander leur autorisation. Donc je pense que là, en matière de géopolitique et de souveraineté, c'est une vraie question. Et la bonne réponse, je pense que c'est plutôt de faire une analyse de risque par rapport au contenu que l'on va héberger dans le cloud, pour savoir s'il faut mettre des mesures de protection supplémentaires ou les héberger de manière différente ou les garder on-prem, comme beaucoup de nos pairs font par rapport aux données qui sont hautement sensibles. Ouais, alors effectivement, par rapport à tout ce que je viens de dire, ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à acheter des prestations de services de type cloud en toute confiance, puisque c'est vraiment notre objectif. On pourrait même d'ailleurs paraphraser ce que le dernier forum IDC énonçait il y a quelques jours, à savoir qu'on n'est plus le Chief Information Security Officer, mais le Chief Trust Officer. C'est-à-dire qu'on est celui qui va donner confiance à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise dans la gestion de l'information. Mais en matière de bonnes pratiques, pour acheter une prestation de service dans l'environnement cloud, il y a quelques règles de base à suivre. La première, c'est que lorsqu'on définit une politique cybersécurité au sein de l'entreprise, l'objectif, c'est que le partenaire qui vient travailler avec nous ou pour nous, eh bien, il applique cette même politique. Évidemment, c'est nos données, donc il n'y a aucune raison que la politique ne soit pas appliquée de la même manière. Le deuxième point important, c'est de créer une équipe qui soit en mesure d'évaluer les risques relatifs justement à l'hébergement de données dans un cloud. Et pour ça, en particulier les achats de type sous-traitance. Et pour ça, il nous faut dans cette équipe un juriste, un acheteur, un auditeur, si possible, un auditeur spécialisé dans le monde informatique ou cyber, et puis des ressources de l'équipe IT, qui soient administrateurs, network managers, qui ont des rôles à jouer en matière d'accès à l'information. Et puis bien évidemment, il faut aussi l'expert cybersécurité qui vient pour coordonner le tout et faire cette analyse des risques et la partager au sein de cette équipe. Le troisième point, c'est d'avoir une procédure d'achat, puisqu'il faut suivre une procédure pour être certain de pouvoir la contrôler. Le quatrième point, c'est avoir un questionnaire qui permet justement de vérifier que cette politique cybersécurité est appliquée chez le fournisseur. Là, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien imaginer un questionnaire rédigé par l'expert cybersécurité au sein de l'entreprise, ou on peut aussi imaginer une certification qui donne en fait le même niveau de sécurité que celui qui est attendu. Je citerai aussi par exemple Cybervadis qui propose d'évaluer l'ensemble des fournisseurs de manière homogène et de manière très puissante. Et puis, in fine, il y a aussi des points complémentaires, c'est la revue contractuelle. Bien évidemment, dans le contrat, on doit retrouver la définition de ce qui est confidentiel, parce que bien souvent, ça n'est pas forcément bien précisé. La non-disclosure agreement, c'est-à-dire l'engagement respectif de ne pas diffuser des informations confidentielles des deux partenaires. Le SLA, Service Level Agreement, c'est-à-dire la définition du niveau de service qui va être appliqué par le fournisseur. Et puis les clauses de réversibilité qui vont expliquer comment on va faire en sortie de contrat pour retrouver les données. Bien évidemment, tout ça en s'assurant qu'au niveau du contrat, il y a une conformité réglementaire qui est appliquée. Voilà. Si on peut aussi annexer le questionnaire de cybersécurité au contrat, ça permet de fidéliser en fait cet engagement.